Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Barul. Christine est une chercheuse en épidémiologie et dans cet épisode, elle va véritablement vous motiver. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Christine, comment tu vas? Bonjour Maëlie, ça va bien? Et toi? Super, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. C'est ma première invitée de la saison 2, donc je suis super contente. Comme tous les autres invités, je vais d'abord te demander de te présenter et de me dire un petit peu les différentes étapes de ton parcours. Très bien. Écoute, déjà Maëlie, je tiens à te remercier pour cette invitation. Je suis très contente et très honorée de participer à ce podcast. Et puis je te remercie aussi pour l'initiative qui est vraiment merveilleuse pour les jeunes d'ici. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Moi, donc, je suis donc Christine Barul, donc je suis chercheuse en épidémiologie, je suis spécialisée en santé au travail et actuellement, donc, je suis chargée de recherche au sein d'une équipe de recherche qui est l'équipe d'épidémiologie en santé au travail et ergonomie. Donc, c'est une équipe qui est basée en France hexagonale et puis avec une partie de l'équipe qui est ici à Pointe-à-Pitre. Voilà. Alors, écoute, pour mon parcours, alors comment j'ai commencé? Donc, on va remonter au bac. Voilà. Donc, on va remonter au bac. Donc, j'ai obtenu un bac scientifique. À l'époque, c'était série S, donc avec une spécialité en sciences de la vie et de la terre. Donc, après mon bac, donc avec le recul, disons que je me suis un peu cherchée pendant quelques temps. J'avais un bon dossier scolaire, donc et à l'époque, il y avait une tendance à nous orienter vers les études de médecine quand on avait un bon dossier. Donc, Oui. je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir fait ça. Donc, j'ai un peu suivi cette tendance-là et puis je me suis inscrite donc dans cette première année de médecine, alors que j'ai trouvé très intéressante, mais aussi très intense. Ok. Donc, ça n'a pas marché. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle un numerus clausus. Donc, il prenait uniquement 70 étudiants sur 700 étudiants à l'époque. Donc, bon, je peux le dire maintenant. Heureusement, je n'ai pas fait partie de ces 70 sélectionnés. Mais quand même, pour la première fois de ma vie, quand même, c'était quand même une porte scolaire qui se fermait. Et donc là, ouais, je me suis dit, oula, bon, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai aimé ce que j'ai appris, mais bon, je fais quoi maintenant? Donc, je vais un peu passer sur les détails. On pourra en parler lors de notre podcast. Mais disons que par la suite, j'ai tiré quelques conclusions, en tout cas sur moi-même, en analysant ce que j'avais aimé, ce que je n'avais pas aimé dans cette voie-là. Ouais. Puis j'ai identifié que j'avais quand même une très grande appétence pour les sciences de la vie. Et finalement, avec un système de passerelle qui existait entre la première année de médecine et la deuxième année de biologie à l'Université des Antilles, je suis passée directement en deuxième année de licence biologie-biochimie, parcours sciences de la santé. Donc, j'ai poursuivi un petit peu comme ça. Donc, j'ai fait ma deuxième année, j'ai fait ma troisième année. C'était merveilleux, des professeurs absolument superbes. J'ai appris de belles choses. C'était plus en alignement avec ce que j'aimais faire. J'aimais les Ouais. sciences et puis j'aimais prendre le temps de comprendre, Ok. etc. Et c'était tout à fait ça. Et puis après, c'est posé la question de la poursuite en master. Donc, je savais de toute façon au fond de moi que j'étais prête à faire de longues études. Ça, je savais que j'aimais tellement apprendre, j'aimais tellement comprendre. Je savais que, oh là là, j'aurais été au bout de cette compréhension de ce que le système me permettait de faire. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis, dans tout le panel de sciences qu'on a eu, qui ont été présentées lors des études à l'Université des Antilles, j'ai aimé beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que je n'aimais finalement que la théorie. Parce Ok. qu'une fois qu'on passait en pratique, une fois qu'on allait Hmm. dans le laboratoire avec, avec les pipettes, avec les tubes à essai, avec je pense que tu sais de quoi, Oui. je pense que tu sais de quoi je parle, avec les concentrations à calculer, tout ça.
je dois avouer qu'à ce niveau-là, j'étais moins douée. J'étais très douée en théorie, mais en pratique, franchement, Ok. c'était pas trop mon truc. Donc finalement, j'ai décidé de partir plutôt vers le domaine de la santé publique en master 1. Et puis, donc, je suis partie à Bordeaux en master 1, en master santé publique. Et puis, ensuite, spécifiquement en épidémiologie au niveau du master 2. Voilà. Donc, après mon master, toujours avec cette appétence pour apprendre, comprendre les choses en profondeur, j'ai effectué donc ma thèse de doctorat à l'Université Paris-Sud, dans une équipe de recherche qui est basée en France hexagonale, mais aussi en Guadeloupe. Il y Ah, a une c'est partie super. des équipes Mm. il y a une partie de l'équipe qui se trouve actuellement en Guadeloupe. Et donc, j'ai effectué mon doctorat un peu entre les deux sites. Et puis, donc, mon doctorat a duré un peu plus de 3 ans. Après ce doctorat, je suis partie donc au Canada, en post-doctorat durant 2 ans, Génial. dans une équipe de recherche Top. ouais, au Québec. Mhm. Et après cette expérience canadienne, donc je suis retournée dans le contexte français, donc dans l'équipe dans laquelle j'avais effectué en fait ma thèse et dans laquelle je suis actuellement affectée. Mais c'est génial. C'est génial. Je Voilà, pense que tu as un c'est ça. super beau parcours, très, très, très riche. Je pense que là, il nous faudrait 4 podcasts pour décomposer chaque étape. Du coup, moi, C'est je vais ça. cibler. Parce Mhm. que là, tu m'as parlé du Canada, alors j'ai envie de t'en parler, mais on n'aura pas le temps. Du coup, je voulais d'abord te demander pourquoi tu as décidé de devenir chercheur en santé publique. Parce qu'effectivement, tu nous as parlé beaucoup du fait que tu n'aimais que la théorie et que la pratique, c'était pas trop ton truc, mais tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses théoriques. Pourquoi précisément la santé publique et encore plus précisément l'épidémiologie? Ben, écoute, bon, tu me dis ça maintenant, j'aurais aimé te rencontrer à l'époque peut-être, mais bon, finalement, bon, finalement, j'adore ce que je fais actuellement, donc bon. Mais il faut dire qu'à l'époque, en tout cas, je n'avais pas la visibilité sur ce que je pouvais faire uniquement en théorie, en fait, tu vois. Alors, certainement, il y a des choses, hein, mais en tout cas, on n'était pas préparé à ça. Voilà, c'était, bon, si vous poursuivez dans telle ou telle discipline, ça va être ça votre travail, c'est-à-dire au labo, avec les pipettes et tout ça. Bon, moi, je me suis dit, OK, je n'avais pas plus de visibilité à l'époque. Donc, j'ai choisi quelque chose qui, en tout cas, me permettait de pas être dans ce contexte de laboratoire, tout ça. Voilà. Donc, la santé publique s'est présentée à moi. Alors, je dis toujours que je n'ai pas choisi l'épidémiologie, en fait. Hmm, C'est l'épidémiologie qui m'a ok. choisi. Parce que franchement, au début, quand j'ai découvert cette matière en première année de médecine, parce qu'on apprend un peu des bases de l'épidémiologie déjà en première année de médecine, ben, il faut dire que franchement, parmi toutes les matières qu'on avait, ça fait partie des matières avec lesquelles je n'ai pas du tout eu d'atome crochu. Voilà. Voilà, je n'ai pas spécialement accroché au début. Je me souviens même m'être demandé si l'intervenante à l'époque, que je respecte énormément, hein, je me souviens m'être dit, mais attends, mais je me demande si elle s'ennuie pas au travail parce que je, je, je trouvais ça plutôt ennuyant à l'époque parce qu'on n'avait pas en fait de pratique. On n'avait Ouais, que de la théorie. Et là, ok. pour le coup, l'épidémiologie, on a besoin de voir ce que c'est, comment ça impacte la santé publique derrière, à quoi ça va servir en C'est fait. clair. Et on n'avait pas ça en fait à ce Hmm, moment-là. Donc, bon, et puis aussi, il faut dire que l'épidémiologie évolue conjointement avec les biostatistiques. On a besoin de biostatistiques pour faire tourner nos modèles, etc., pour faire de l'épidémiologie. Et là, pareil, les biostats au début, pareil, hmm, c'était pas trop mon truc. ouais, En fait, moi, j'aimais plutôt, comme je t'ai dit tout à l'heure, la biochimie, la physiologie, voilà, mais tout ça en théorie. Donc, il a fallu en fait que j'arrive en master santé publique à Bordeaux. Et là encore, je n'avais même pas postulé pour l'épidémiologie, puisqu'à la base, j'étais censée ne pas aimer ça. J'avais postulé pour un truc de management des organisations de santé, enfin, un truc ah qui n'a rien ouais, à complètement. voir. Ah oui, 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 j'avais écrit une belle lettre de motivation, expliquant pourquoi je voulais faire ça, etc., tu vois. Donc, encore à ce moment-là, l'épidémiologie n'était pas encore, ne faisait pas encore partie de mes aspirations. Il a suffi quand même de quelques cours, en fait, d'épidémiologie dispensés à l'Université de Bordeaux, où là, on avait aussi de la pratique, en fait. Et là, j'ai pu mieux appréhender la matière. J'ai commencé vraiment à beaucoup aimer l'impact que pouvait avoir ce type de recherche en termes de santé publique. Et après, c'est devenu littéralement une passion.
Et donc, poursuivre et puis devenir chercheuse dans ce domaine-là, ça s'est imposé ensuite naturellement. Disons qu'en fait, il n'en pouvait être autrement après, quoi. Ok, C'était juste ouais, une je vois ce que tu veux évidence. dire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un message que je souhaite faire passer, c'est que aux jeunes, c'est que tout n'est pas toujours linéaire dans un Ouais, c'est premier cas. clair, c'est clair. Voilà, c'est pas toujours linéaire. Et puis, ce n'est pas grave si on n'a pas une vision immédiate de ce qu'on souhaite faire par la suite. C'est totalement OK de se chercher, de prendre un certain temps pour se chercher, de voir ce qu'on aime, de voir ce qu'on n'aime pas. Parce que globalement, il faut se dire que quand même, on va passer quand même une bonne partie de sa vie à exercer un métier donné. Et donc, autant que ce soit quelque chose quand même qui vous passionne. Pour moi, c'est mon cas et c'est ce que j'essaie de faire passer à chaque fois comme message, c'est faites quelque chose, choisissez une voie qui vous passionne. C'est clair, on Voilà. est 100% d'accord, 100% aligné sur ça. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'épidémie? Parce que, alors moi je dis déjà épidémie, tu vois, comme si c'est un truc que je connais, tu vois, mais un petit peu quand même. Mais est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire aussi un petit peu plus précisément ce que tu fais en tant que chercheuse dans ton institut? Mhm. Mhm. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc là, actuellement, j'occupe un poste de chargé de recherche. Donc, je suis spécialisée en santé au travail et actuellement, donc, je développe un programme de recherche qui consiste à évaluer ce qu'on appelle l'exposome professionnel des travailleurs et le rôle de cet exposome-là dans les événements liés au cancer. Alors là, je sais, tu me diras, mais attends, c'est quoi l'exposome professionnel? Je suppose que ça va être la question d'après. Et en fait, l'exposition professionnelle, c'est l'ensemble des expositions professionnelles, donc l'ensemble des expositions sur le lieu de travail, qui peuvent influencer la santé d'un individu tout au long de sa vie. Donc, en fait, c'est un concept qui est particulièrement utile parce qu'il permet d'appréhender toute la complexité des expositions sur le lieu de travail en raison du caractère multidimensionnel du travail. Parce qu'on sait que, par exemple, un travailleur qui se rend sur son lieu de travail va être exposé à une multitude de choses. Et jusqu'à maintenant, les connaissances scientifiques sur les cancérogènes sont plutôt basées sur une approche monosubstance. Et Ouais, qui a fait oui. ses preuves d'ailleurs, qui a fait ses preuves, notamment avec l'amiante, notamment avec le diesel, les émissions de moteurs diesel, etc. Mais on sait aussi que il y a bien d'autres expositions sur le travail et il y a un intérêt particulier à évaluer ces expositions-là, à les connaître, à les identifier et à voir si cet effet un peu cocktail d'exposition peut avoir un rôle délétère sur la santé et notamment sur la survenue de cancer. Voilà. Donc, en dehors de ça, donc je suis chercheuse à 100% de mon temps de travail, mais j'ai quand même une activité, j'ai aussi des activités d'enseignement d'épidémiologie à l'Université des Antilles Ok. et puis aussi quelques activités d'expertise dans certaines agences nationales, comme par exemple Santé publique France. D'accord, ok, bah c'est super riche ce que tu fais, Mhm. c'est génial. Et je pense que c'est à l'image un peu de toi et de ton parcours. Donc franchement, félicitations pour tout ça. Et Ouais, écoute, je te remercie. c'est vraiment super. Et justement, pour aller encore plus loin dans l'inspiration, on va parler du programme L'Oréal. Alors, il y a beaucoup de jeunes scientifiques qui m'ont déjà parlé de ce programme. Et tu avais la chance Mhm. d'être une jeune talent du programme Loyal. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu comment s'est passée ton expérience, qu'est-ce que tu Mhm. as pu un petit peu apprendre de cette expérience aussi? Et puis, Mhm. si tu peux donner quelques conseils aussi à ou faire certaines jeunes femmes, du coup, qui voudraient Mhm. participer à ce Mhm. programme, ou en tout cas postuler peut-être? Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, ça tombe très bien que qu'on en parle. Je sais que l'appel à candidature est ouvert depuis peu, donc c'est vraiment l'occasion d'en parler. Donc effectivement, j'ai été lauréate. Je suis une lauréate de ce programme, donc j'ai obtenu le prix Jeune Talent France, donc en 2022. Donc, c'est un programme qui est vraiment formidable. C'est un programme formidable. C'est un programme donc, de la Fondation L'Oréal en association avec l'UNESCO Ok. et l'Académie des sciences. Et donc, c'est un programme qui a pour but de récompenser donc, des jeunes chercheuses qui sont soit en doctorat, soit en post-doctorat. Et donc, au total, il y a 35 chercheuses comme ça qui sont récompensées chaque année et elles reçoivent un budget de recherche. Donc, pour les doctorantes, c'est 15 000 euros et puis pour les post-doctorantes, c'est 20 000 euros.
Donc, c'est un budget de recherche qui est vraiment très, très bien pour nous, qui tombe vraiment à point nommé quand nous sommes comme ça en début de carrière. C'est une façon aussi de valoriser la place des femmes dans le milieu scientifique, puisqu'en France, globalement, 70% des chercheurs sont des hommes. Donc, il y a un vrai travail à faire pour les femmes, pour briser le plafond de verre, pour montrer que c'est tout à fait possible et que la science a besoin des femmes. Exactement. Non seulement pour faire de la science pour les femmes, mais aussi pour faire de la science en général. Voilà. Donc, c'est vraiment une initiative formidable. J'ai eu la chance et puis l'opportunité, la chance. Alors, c'est un mot, voilà, c'est à double tranchant. C'est pas une chance, c'est-à-dire ça récompense. Alors, je tiens, voilà, à préciser que ça récompense un parcours d'excellence. C'est Voilà, ça. vous êtes sélectionné parmi quand même 600 à 700 candidatures, toutes France confondues. Donc, c'est une récompense pour le parcours excellent que les jeunes femmes ont eu. Et puis moi, je te dirais que ça change franchement, moi, je pense que ça change une vie. Ou en Mm. tout cas, ça marque un point très important dans la vie des jeunes chercheuses qui font preuve d'excellence dans leurs disciplines respectives. Ce budget de recherche permet, par exemple, de financer, de bien démarrer, en tout cas dans le métier. Ça nous rend plus autonomes dans nos besoins en formation, dans nos besoins en frais de déplacement, frais de publication d'articles et même en frais de garde d'enfants. Moi, je sais que quand j'ai postulé, on te demande à un moment de faire un budget de ce que tu prévois de faire si jamais tu es lauréate avec le budget de recherche qu'on va t'allouer. Et puis moi, j'ai mis donc mes publications, des frais de déplacement, etc. par rapport au programme de recherche, à mon programme de recherche. Et puis aussi, j'ai mis des frais de garde d'enfants C'est trop bien parce ça. que j'ai un petit garçon. Ah, c'est génial. J'ai un petit garçon. Et puis, quand je pars en congrès, ben, il se pose la problématique, il n'était pas encore à l'école à ce moment-là, Mhm. se pose la problématique de, OK, comment tu le fais garder? Voilà. Et ça permet de t'apaiser Exactement, ça t'enlève la dans charge mentale aussi de te dire totalement, qu'est-ce que tu fais, quoi. totalement, Mm. totalement. Et cette reconnaissance Bien du rôle sûr. de maman, Ouais, c'est maman, génial tout ça. en étant une excellente scientifique, moi j'ai trouvé ça Ah formidable. Et bah il n'y a oui, pas beaucoup de budget qui permettent ça. Alors, cette initiative de la Fondation L'Oréal UNESCO, euh, en association avec l'Académie des sciences, je trouve ça Mhm. formidable aussi pour cet Bah aspect-là. bien sûr. Et donc, en plus de ce prix-là, donc, je ne parle même pas des rencontres formidables qu'on fait avec toutes les Mhm. autres lauréates du réseau, etc. Mais en plus de ça, il y a aussi des formations qui sont vraiment extraordinaires, comme des formations en négociation, des choses auxquelles on n'a pas Mm. accès en Ok, général. Négociation, des formations sur les biais de genre, des formations en développement c'est personnel, génial. des formations ouais, en média training. Je me souviens que moi, j'ai eu une formation d'une journaliste de la BBC qui est venue Ah ouais, nous former, ah ouais, qui est venue nous faire former sur le média training, etc. Et puis après, on rentre dans un réseau qui s'appelle For Women in Science. ok. Et là, c'est un réseau de centaines de lauréates dans le monde. Ah ouais. Voilà, on rentre dans ce réseau-là et il y a des formations continuellement disponibles dans le réseau. Donc actuellement, par exemple, je me suis déjà formée en leadership avec des lauréates d'au moins une quinzaine de pays. Actuellement, on se forme encore sur les techniques de management. Pareil, c'est international, donc on échange, on s'enrichit de l'expérience des autres et tout ça. Je trouve ça formidable. Donc moi, je tiens vraiment à encourager toutes les jeunes femmes scientifiques qui veulent postuler et qui se disent, ah non, mais c'est pas pour moi, mais Mhm, non, mais mhm. c'est pas, non, je vais jamais y arriver, voilà. Il faut y aller, il faut postuler. De toute façon, si tu postules pas, Ah tu bah, n'as aucune c'est chance d'être clair. lauréate. Donc, Il faut donc pas venir te déjà, dire, eh oh! voilà, ils vont pas venir te chercher. Au bout d'un moment, il faut que tu sortes de ta zone de confort Exactement. et que tu t'exposes et que tu oses. Oui. Voilà. Et moi, voilà, je conseille à toutes celles qui veulent essayer d'y aller à fond. Il n'y a rien à regretter, tout est à gagner. Ah bah Voilà. c'est top. Et est-ce que tu dirais que ce programme, ça t'a permis de renforcer encore plus ta confiance en toi à travers tout ce que tu nous as raconté? Parce que on sait justement que c'est fait pour les jeunes femmes qui sont brillantes et excellentes. Et pour la plupart, elles ont quand même confiance en elles. Mais est-ce que tu penses que ça t'a apporté encore plus cette confiance en toi à travers lorsque tu l'as obtenu, en fait, ce programme? Est-ce que ça a changé un peu ton mindset? Alors, ben, tu sais, c'est très bien que je me pose cette question-là parce que je te dirais qu'au début, c'est ce que
on dirait qu'on a confiance en toutes celles qui sont Mm. lauréates, là, crois-moi, elles n'arrivent pas avec un niveau de confiance Mhm. explosif, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on en parle entre nous. Quand on est lauréate, après, on part, quand on nous annonce qu'on a le prix, euh, ensuite, on nous annonce qu'on va être formé, on va partir quelques jours avec le comité. Donc, on part effectivement autour d'une semaine, quelque part en France. Et puis, voilà, c'est comme un camp, quoi. On est formé sur plusieurs choses et on est capable de parler entre nous. Ça fait une zone un peu de confiance où on échange entre nous et tu serais surprise de voir à quel point on a toutes à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire Ok. cette histoire de syndrome d'imposteur. Mhm. Mhm. On sait qu'on est excellente, mais en même temps, comme on nous le dit pas, Ouais. on doute un peu, est-ce que vraiment on est excellente? Est-ce que, tu vois? Donc, la confiance, ça se travaille. On arrive là, on a un certain niveau de confiance qui nous permet, en tout cas, de postuler, de se C'est dire, OK, ça, quand exactement. même, j'ai fait du bon travail toutes ces années-là. Voilà, Donc, c'est ça. je C'est dans ce mérite sens-là que je au te moins, disais ça. Ouais, c'est ça. c'est ça, je mérite au moins de postuler à ça. Bien Voilà. Et sûr. après, bien sûr, après, je te dirais que c'est un travail de tous les jours, la confiance. Mais avec la Fondation L'Oréal, je t'assure qu'ils font tout ce qu'il faut pour que on soit, on soit béton au niveau Ah ben c'est confiance et que, top. C'est top. voilà. Mais je te demande ça parce qu'effectivement, j'ai discuté avec beaucoup de doctorantes qui me disent qu'elles n'ont pas vraiment confiance en elles, en fait, qu'elles doutent et que justement, si, ben, je me dis que si ce type de programme, ça peut leur permettre aussi Oui. de, de, de travailler encore plus sur cette confiance en elles-mêmes, Mhm. c'est super important. Totalement, totalement. Il faut qu'elles se disent que, en plus du prix, elles auront tous les outils euh, nécessaires pour travailler cette confiance en soi, cette estime de soi et surtout pour éliminer ce syndrome de l'imposteur parce que c'est ce qui nous bloque en fait souvent pour postuler à d'autres choses, etc. On se dit, oh, mais est-ce que vraiment... Donc, ils mettent en place, la fondation met en place toutes les ressources nécessaires, des vidéos, des formations, l'accès à des professionnels, euh, et puis l'accès à un réseau, on échange entre nous. Voilà, donc ça aide beaucoup. Donc je conseille vraiment, franchement, n'ayez pas peur, quoi, allez-y. En tout cas, tu l'as bien vendu parce que ça m'a donné envie. Ah bah écoute, tant mieux. Je peux pas. Parce qu'il faut être non permanente. C'est ça le Ah truc. oui, ah oui, ça c'est vrai. Par contre, oui, c'est C'est vrai qu'il ça. faut être ben, soit doc, soit post-doc. C'est sûr que Voilà. quand on est... Alors, non, mais tu dis ça, mais il y a un autre prix toujours de la Fondation L'Oréal qui est là pour les femmes qui sont déjà en poste, Ok. mais quand même, faut avoir quand même quelques années de carrière. Je Ouais, dirais je quand même, pense. faut avoir 20, Ouais. 25 années de Ah oui, carrière. quand même. Mais comme quoi, c'est pas impossible. C'est ça, je vais y penser. Et en tout cas, Voilà. ben, en plus de ce programme ben, L'Oréal, tu as récemment été primé par le Cassodome. Si je l'ai bien dit, tu me diras si je le dis bien, parce qu'effectivement, j'ai jamais dit Cassodome en vrai, tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que effectivement, je trouve que c'est aussi une très belle initiative. Donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots dessus? Oui, alors effectivement, donc du coup en décembre 2023, donc tout récemment, hein, donc j'ai été récompensée par le Casodome, effectivement. Ben, j'ai obtenu le prix Talent de l'Outre-mer. Donc il y a deux catégories, la catégorie des jeunes talents, puis il y a la catégorie des talents confirmés. Donc là, maintenant que je suis permanente, je suis passée Oui. à la, je suis passée à la catégorie des talents confirmés et donc dans la catégorie médecine et santé. Ok. Voilà. Donc le CASODOM, donc c'est le comité d'action sociale en faveur des originaires des départements d'outre-mer. Voilà. Donc là, c'était la 10e édition qui récompensait 48 originaires d'outre-mer. Quand je te dis outre-mer, c'était Guadeloupe, Martinique, Polynésie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane, C'est enfin voilà, génial. ouais, Ouais. toutes les outre-mer étaient Nouvelle-Calédonie, tout le monde était représenté Mhm. avec des parcours aussi riches que Ouais. diversifiés, parce que Ça, c'est moi, c'est top. de la recherche, mais il y avait aussi des gens qui, je sais pas, je me souviens d'un chef cuisinier à Paris, il y avait, il y avait vraiment de tout. Il y avait plusieurs catégories. Il y avait agriculture, il y avait, voilà. Et là, c'était magnifique à voir, toute cette jeunesse, toute cette excellence ultramarine, en fait, qu'on ne Mhm. voit pas souvent à la télé, en Oui, c'est fait. vrai.
Voilà, on ne Bien. voit pas ça à la télé. Oui. Euh, et moi, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça très inspirant. Je suis un petit peu désolée que ça n'ait pas été plus médiatisé Ben, c'est ici. Je ne sais clair, pas c'est pourquoi. pas trop médiatisé, hein. Moi, j'ai vu Ah, passer sur ouais, LinkedIn, en fait, tu vois, ouais, ouais, c'est... ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait vraiment des officiels, des représentants du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui étaient Mhm. là. Il y avait le préfet de Paris. Ouais, Il y avait il y a du beaucoup monde. d'élus locaux Ouais. aussi, hein. Il y avait beaucoup de parlementaires. Nos parlementaires étaient là aussi. Donc, Ok. je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu Ah, c'est dommage. de Mhm. relais. J'aurais aimé que la jeunesse, ben, écoute, de Guadeloupe, de Martinique, voit aussi ça. Et pas seulement les choses négatives, mais C'est aussi clair. tout ce qu'on est capable de faire. Et non seulement dans nos territoires, parce que moi, j'ai la chance et l'opportunité d'avoir pu rentrer, mais il y en a qui sont ailleurs, mais aussi qui font de belles choses, qui rayonnent, qui font Oui. nos territoires rayonner. Et j'ai trouvé ça excellent. Donc ça a lieu chaque année. Tout le monde peut postuler, hein, c'est pareil, hein, il faut oser. Et pareil, on intègre donc à la suite du prix un réseau qui s'appelle le réseau des talents de l'outre-mer. Et c'est pareil, dans lequel on peut échanger sur nos problématiques respectives et puis élargir un peu notre réseau en général. Ça aussi, c'est une initiative formidable. Et d'ailleurs, je remercie et la Fondation Lauréat d'UNESCO pour le prix Jeune Talent France que j'ai eu en 2022 et le Cassodom pour le prix Talent de l'Outre-mer que j'ai obtenu en 2023 et j'encourage tous les jeunes à y aller. Ah, mais Voilà. ça, c'est trop bien. Ben, c'est pour ça, tu es talentueuse, donc tu as obtenu deux prix de talent, donc c'est vraiment top. Mhm. Et ben justement, je voulais qu'on retourne un tout petit peu sur ce que tu as fait en thèse, parce que ben, moi Mhm. aussi, en tant que docteur, ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu ce que tu as fait pendant ta thèse. Donc, est-ce que tu Ouais. peux peut-être nous parler d'un résultat important que tu as obtenu pendant ta thèse? Oui, alors, ben écoute, j'ai effectué ma thèse entre 2014 et 2017. Donc, au sein de l'équipe Esther, donc toujours l'équipe dans laquelle je suis actuellement. Et donc, mes travaux de recherche portent sur le rôle de l'exposition aux solvants en milieu professionnel dans la survenue de certains cancers respiratoires. Donc là, c'était plutôt les cancers de la cavité buccale, les cancers du pharynx et du larynx, donc plus au niveau de la gorge, en fait. Et en fait, tous les résultats sont importants. Moi, j'estime qu'un résultat Oui, négatif ou un c'est résultat sûr. Ah positif, c'est oui, un résultat. on est tout à Franchement, fait ils sont d'accord. tous On importants est parce d'accord. qu'ils alimentent tous la Oui, je pense qu'il faut littérature. le dire plus souvent parce que Ah oui, franchement, on se rend pas mais compte oui. qu'un résultat qui soi-disant n'est pas important, ben, ça t'a juste orienté vers ton résultat que tu attends justement en fait. C'était juste Mhm. une orientation Tout, que ça te permet d'avoir en fait. Totalement, totalement. Et puis, quand on se pose une question de recherche, ben écoute, si le résultat il est négatif, c'est qu'on a répondu à la question. C'est que nous, on trouve que c'est négatif dans Oui, notre étude. tout Ça à veut pas fait. dire que, voilà, il faut bien sûr que les études soient répliquées, etc., pour apporter de la robustesse, mais c'est un résultat en soi. Bon, alors, il se trouve qu'au cours de ma thèse, quand même, j'ai eu des résultats négatifs, bien sûr, pour certaines localisations, mais il y a eu aussi des résultats qu'on considère positifs, c'est-à-dire, en tout cas, qui montrent effectivement soit une augmentation, soit une diminution du risque. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant à l'époque, qui était en fait l'augmentation du risque de cancer du larynx, donc plus au niveau de la gorge, chez les hommes qui étaient fortement exposés à un solvant qu'on appelle le perchloroéthylène. Alors, je ne sais pas si tu le connais celui-ci, Maïli. Donc, c'est un solvant qui est particulièrement retrouvé chez les personnes qui travaillent dans le nettoyage à sec. Hmm. Ouais, C'est un je vois. agent qui est en fait dégraissant Mhm. pour les pièces métalliques, etc. Donc, Ok. tu as parfois des soudeurs qui Ouais, 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 utilisent ouais. ça. Donc, en fait, c'est le principal solvant qui a été utilisé dans les installations de nettoyage à sec traditionnelles, donc depuis environ 50 ans. D'accord? Donc, c'est quelque chose quand même qui était quand même très, très largement répandu. Et donc, c'est un exemple de résultat qui est sorti. On voyait une augmentation du risque de cancer du larynx. Et donc, c'est un résultat qui fait son chemin dans la science, qui a été publié, bien sûr, qui fait son chemin, qui est utilisé par, du coup, d'autres chercheurs et chercheuses dans le monde qui travaillent sur la même chose.
C'est un résultat aussi qui peut être utilisé par des agences de santé, par la communauté scientifique, par les médecins spécialisés en santé au travail. Et ça va parfois bien plus loin, ça va parfois au niveau de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, à travers sa branche cancer notamment. La branche cancer de l'OMS, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui est basé à Lyon, en France, qui se réunit au bout d'un certain temps sur certaines substances et qui évalue la cancérogénicité de certaines substances. Donc, les résultats qu'on obtient vont parfois là, Ok, vont ouais, même, oui. tu vois, Mais c'est souvent là, super sont utilisés la là. portée que ça a. En même Ah temps, c'est oui, l'objectif, hein. Enfin, moi, ça c'est m'étonne pas ce que l'objectif. tu me dis. Donc, Ouais, la santé publique, donc c'est l'objectif au final, c'est on fait les recherches et puis ce sont des résultats qui sont ensuite utilisés bien sûr par les pouvoirs publics, par les agences de santé, etc. pour essayer d'améliorer en fait, le but de tout ça, c'est d'améliorer l'environnement de travail des bien gens. sûr, Quand bien tu vas au sûr. travail, c'est pas pour tomber malade Ah à ben cause de non, ton c'est travail. clair. Voilà, donc tout notre objectif est là, c'est au final de réussir à améliorer l'environnement professionnel des gens. Non, mais c'est super, hein. C'est top que tu nous partages ce résultat et je pense que les personnes qui vont t'écouter, ils vont se rendre compte aussi de la portée que peut avoir les thèses et jusqu'où ça peut aller dans la recherche et se rendre compte que la recherche, elle est indispensable pour qu'on puisse ben, trouver des solutions, améliorer nos conditions de travail comme enfin, dans ton cas Mhm. précis, mais ça Mhm. couvre vraiment un champ très large, donc c'est super. Maintenant, j'aimerais qu'on discute un peu de ta vision de la recherche en Guadeloupe. C'est vrai que c'est une question que je pose souvent à mes invités parce que la recherche, ça m'intéresse beaucoup de par ben, mon métier. Donc, du coup, j'aimerais savoir ce que tu en penses et un petit peu comment tu la vois. D'un point de vue recherche, purement recherche, je sais que de très très belles choses se font ici, dans le domaine de la recherche en général. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent ces recherches-là font des spécificités de l'île une Ouais, richesse. oui, Voilà, ça c'est vraiment bien. c'est vrai, Et on sait qu'en recherche, le nerf de la guerre, tu sais bien, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. c'est clair. C'est On a besoin de financement pour conduire nos recherches, c'est obligatoire. Et donc, j'ai remarqué que quand même, souvent, les programmes de recherche qui utilisent les spécificités de l'île, qui utilisent, voilà, par rapport à d'autres territoires en tout cas, font des recherches qui attirent l'attention des financeurs et qui nous permettent donc d'obtenir des financements pour conduire nos recherches ici. Alors, la plupart des projets, en tout cas, de recherche qui sont dans mon programme, sont basés sur des données qui sont recueillies donc en Guadeloupe et pour certains en Martinique aussi. Donc, je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire sortir ce qu'on a chez nous et montrer comment ce qu'on a chez nous peut ouvrir la voie sur de Tout à nouvelles fait. pistes de recherche, Oui, parce que parfois la recherche, c'est pas qu'elle s'épuise, c'est comme elle a été conduite, en tout cas en épidémiologie, en santé au travail, des recherches, on a appris beaucoup mais dans des territoires, par exemple dans des zones tempérées, on a appris beaucoup dans des études qui ont été menées en Europe, en Amérique du Nord, etc. Mais il se passe aussi des choses différentes. Par exemple, en termes de conditions de travail, dans les zones tropicales. Par exemple, ici, on a des conditions de travail qui sont un peu différentes. oui, On utilise des pesticides, on est exposé à des niveaux plus élevés de pesticides parce on a une pression parasitaire qui est élevée, qui est beaucoup plus élevée. On a aussi des conditions climatiques comme les cyclones, des conditions climatiques qui favorisent l'utilisation massive de pesticides, puisque quand il y a un cyclone, les sols sont lavés, il faut reprendre la plantation, donc il faut aller retraiter encore le sol, etc. Donc, les gens sont exposés parfois à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on retrouve ailleurs, des choses comme ça. Donc, je trouve ça très bien de mettre en avant les spécificités. Et je pense que c'est comme ça que la recherche en Guadeloupe va évoluer. Il faut mettre en avant les spécificités qu'on a et faire de ça une richesse dans chacun des domaines. Alors, par contre, en termes de financement, bon, j'ai un rêve. dis-moi. I have a dream, comme dirait Martin Luther King. En fait, on a des financements. Alors, c'est très bien, on a des financements. Moi, j'ai des financements qui viennent de la France hexagonale. Je peux en obtenir du Canada parce que je collabore avec le Ouais. Canada. Donc, Hmm. il y a des opportunités par là. Mais je trouve que la recherche, elle se fait en Guadeloupe, mais les opportunités de financement en Guadeloupe sont rares. Et j'ai envie de dire presque inexistantes, en tout cas dans mon domaine. Donc j'aurais aimé, ça c'est un rêve,
écoute, les instances locales investissent également davantage dans la recherche pour nous aider encore plus, en fait. Voilà, parce qu'on est là, on fait déjà le travail, on fait déjà le job. Heureusement, on a des financements voilà, de la France hexagonale. Voilà, on répond à des appels à projets nationaux. Et c'est très bien d'être dans la compétition comme ça, de se mesurer aux autres et tout ça. Mais ça aurait été aussi bien d'avoir en plus des financements des instances locales, simplement par exemple pour financer des stagiaires, ne serait-ce que ça, financer des stagiaires, valoriser un peu les étudiants qui sont à l'Université des Antilles, qu'on les recrute un peu plus facilement parce Mhm, qu'on a le budget pour des mhm. choses comme ça. Donc, bon, ça, c'est mon petit rêve. Ouais, ben oui, oui. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas. Bah, c'est vrai que moi, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que ben, il y avait quand même une méconnaissance de tous les dispositifs qui existaient pour avoir des financements de recherche. Donc, peut-être que il Mhm, faudrait mhm. qu'on les voit plus, ces possibilités de Aussi, financement. Tu vois, aussi, donc, parce que c'est ça. il y a peut-être Effectivement, des peut-être trucs que qu'on sait pas, en fait. Tu vois, ouais, peut-être qu'on n'est pas au courant, mais le Hmm, fait qu'on soit pas au courant, ça c'est montre pas bien qu'il y a quelque normal, chose à oui. faire. Clairement, on est Voilà. d'accord. Voilà, parce On est que d'accord. s'il y a des choses qui existent, ben, il faut en parler. Il faut peut-être nous envoyer des mails et dire voici ce qu'on propose et tout ça. Au moins, quand on est au courant, après, c'est bon, ça suit son cours. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, bon, écoute, je trouve que la recherche en Guadeloupe est quand même bien dynamique. Il y a de belles choses qui se font. Et puis voilà, il faut que ça continue comme ça et il faut que nos spécificités puissent contribuer à alimenter ben, écoute, la littérature scientifique et Bien apporter de sûr. nouvelles pistes de recherche on en est tout à fait capable. D'ailleurs, moi, si j'ai été affectée ici, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'ils sont bien conscients qu'on peut apporter de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Voilà, il y a une confiance quand même, il y a de belles attentes, de belles Mhm, attentes. tout à fait. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut que les îles soient un peu des... Pour moi, j'appellerais ça un peu des territoires pilotes, en fait, Mhm, qui mhm, montrent un peu ce qui peut se passer parce que dans nos territoires, il fait plus chaud. Ne mhm. serait-ce que, par exemple, avec les moustiques, on sait que maintenant, il y a beaucoup plus de moustiques qui sont dans le sud de la France, alors qu'avant, il n'y avait pas autant de moustiques dans le sud de la France. Donc, en fait, on est un peu un Totalement, territoire pilote, en fait, qui totalement. permet de démontrer un peu comment on va devoir gérer tout ça, Mhm, comment on va devoir justement gérer tout ce qui peut nous tomber dessus, en fait. Parce qu'on sait très bien mhm, qu'avec le réchauffement climatique, il y aura beaucoup d'impacts. Donc moi, je suis 100% totalement. d'accord avec toi et c'est trop bien de voir que on va dans le même sens, quoi, même si on est dans deux domaines complètement différents. Donc Totalement différent, mais finalement, on se rejoint sur c'est ça. ça, C'est très exactement. bien. Donc ça, c'est trop, trop bien. Du coup, le podcast touche à sa fin. Je vais te laisser terminer et puis nous dire un petit mot pour finir ce que Mhm. tu veux. Bah, écoute, pour bien terminer ce podcast-là, je vais finir sur une note très positive. Je voudrais dire, faire passer un message à nos jeunes et leur dire que je pense que c'est important qu'ils entendent qu'on a Ouais. confiance en eux. Voilà, on a confiance en vous. Vous faites des choses excellentes. Vous êtes excellent, en fait. Et c'est à vous d'emprunter vos parcours, aussi riches que diversifiés, vos parcours respectifs, et de continuer à bosser et à montrer à quel point vous êtes excellent. Mais on a confiance en vous. On a confiance en vous. Et donc, je voudrais dire aussi tu sais, m'adresser particulièrement aux jeunes femmes scientifiques, bien sûr, Mhm, parce que c'est je sûr. suis une femme scientifique, donc j'ai quand même un mot pour elles, c'est évident. Donc, je voudrais leur dire que, bon, pour être excellente, il n'y a pas besoin d'être Marie Curie, d'accord? Avec ses 2 prix Nobel. Bon, c'est très C'est bien, sûr, hein? c'est sûr. Oui, 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 C'est oui, oui. l'exemple un peu qu'on nous montre. Mais j'ai envie de dire, comme moi je la vois, je me reconnais pas. Enfin, je la trouve géniale, hein? Je la trouve géniale. C'est très bien d'avoir déjà un modèle femme scientifique, mais ce modèle est Ah bah oui, euh, bah oui. Mais c'est pour ça oh, que ça, c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast-là, en fait, hein. Parce qu'en c'est fait, ça, je me reconnaissais pas et du coup, je savais qu'il y avait beaucoup de scientifiques comme moi qui avaient emprunté des parcours super intéressants et je savais qu'on nous voyait juste pas. Donc, je suis c'est trop contente ça. que tu le dises parce que c'est vraiment ça l'objectif, quoi. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas besoin d'être Marie Curie, même avec tout le respect qu'on lui doit, bien sûr, hein, Bien et sûr. toutes les avancées que ses travaux ont permis. Mais vous êtes déjà excellente, vous faites déjà du travail excellent. Il suffit de continuer à bosser, aimer ce que vous faites. Puis, voilà, l'excellence, elle vient de là, quoi. Elle vient du travail, de la passion, et puis de la rigueur scientifique que vous allez mettre dans votre travail. Et puis, voilà, donc choisir une discipline que vous aimez, il faut vraiment que ça apparaisse un peu comme une passion parce que le chemin vers le métier de chercheuse,
n'est pas facile. Ce serait faux de dire que c'est facile. Donc, ce n'est pas facile, c'est long parce que finalement, vous allez jusqu'au doctorat. Donc, vous êtes considéré comme bac plus 8, C'est ça. 9 quand vous le Ouais. faites en 4 ans. Voilà. Mm. Mais en fait, c'est un petit peu, c'est pas vraiment ce qui se passe parce que, par exemple, nous, en tant que chercheurs, on est quasiment presque obligé. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez faire être chercheur dans l'académique, il faut faire un Bien postdoctorat. sûr, bien sûr. Et qui dit un postdoctorat dit souvent 12 ans d'études avant d'avoir un poste. Moi, j'ai fait 12 ans. 12 ans à peu près avant d'avoir un poste de titulaire. Donc, c'est un chemin qui est long, qui n'est pas facile. Et c'est là où la passion va vous aider. Exactement. C'est-à-dire, les moments où ça va pas aller, où vous serez fatigué, où bon, c'est très prenant. Les moments où ce sera plus, voilà, vous serez plus en down, comme on dit, il y aura des up and downs. Les moments où vous serez plus en down, ben, c'est la passion qui va vous tirer de là, qui va vous aider à poursuivre jusqu'à votre objectif final. Donc voilà, donc choisissez une branche qui vous passionne. Et puis en dernier, je dirais qu'il faut croire en soi, travailler son estime de soi, puisque il faut se fortifier intérieurement pour pouvoir, ben, quand les obstacles vous les voyez, ben, vous serez capable de les contourner. Soit vous pouvez les contourner, soit ben contourner ça prend trop de temps, ben vous les escaladez. Si vous pouvez pas escalader, ben si vous avez une massue à côté, ben vous détruisez l'obstacle. Vous trouvez une solution en tout cas. Et pour trouver la solution, il faut être fort intérieurement, il faut se blinder intérieurement. Donc, travaillez votre confiance en vous-même, ayez confiance en vous-même, soyez confiant, avancez et ça va aller. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à contacter des rôles modèles, des personnes qui peuvent vous aider. Prenez les adresses email, trouvez-les. Moi, je suis toujours disponible. Trouvez des adresses email qui vous intéressent et puis n'hésitez pas à envoyer des mails. En général, tout le monde sera ravi d'aider une jeune, et dispenser des conseils. Donc, faut pas hésiter quand même à contacter les personnes que vous, que vous admirez, qui vous inspirent, pour vous aider dans votre parcours. Voilà. Et je souhaite bon courage à tout le monde et on a confiance en vous et puis allez-y, quoi. Oui, mais clairement. Merci beaucoup, Christine. C'était vraiment super. J'ai beaucoup apprécié le petit coaching de la fin. C'était top. Je pense que ben, les personnes qui vont écouter le podcast, elles vont être motivées. C'est vraiment ce que je Ah, veux. j'espère. Bah écoute, tant mieux si l'énergie positive Oui, est passée. vraiment, l'énergie positive est tout à fait passée et je te remercie beaucoup. Du coup, les personnes qui voudront te contacter pourront directement cliquer, aller sur ton LinkedIn, donc ça sera facile. Donc voilà, je suis 100% aligné avec toi à dire qu'il faut vraiment pas hésiter à contacter pour avoir ces réponses, pas hésiter à toquer à la porte parce que sinon, ben, si on ne demande pas, on n'obtient pas en fait, tout simplement. Sinon, Totalement, totalement. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Maïli, mais encore une fois. c'est moi, merci J'ai encore. commencé ce podcast en te remerciant, je le termine en te remerciant. Merci beaucoup, Merci pour ce podcast, merci pour cette opportunité et merci pour avec plaisir. Oui, cette c'est visibilité que ça tu donnes l'objectif. aux Mhm. femmes scientifiques qui nous ressemblent finalement. Oui. Et je trouve ça très important, donc continue comme ça. Et puis moi, je suis très contente d'avoir participé à ce podcast et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Christine. À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sous la plateforme de ton choix. À très vite.